Donc Gérard Michel Termeau, je suis historien et j'ai beaucoup écrit depuis 25 ans sur l'histoire de Saint-Étienne et de sa région. La Grand Rue, je dirais, c'est l'élément identificateur de Saint-Étienne. Quand vous regardez la photo aérienne d'une ville, enfin, plusieurs photos aériennes de villes, vous reconnaissez immédiatement Saint-Étienne à cause de la Grand Rue. C'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais allé à l'Institut géographique national. J'étais jeune au siècle dernier, et donc il y avait de grandes photos de villes comme ça qui étaient accrochées au mur, et j'ai reconnu immédiatement Saint-Étienne. C'est parce que c'est la colonne vertébrale et qui donne une structure à une ville qui est souvent présentée comme étant un peu décousue, un ensemble assez chaotique, une ville champignon qui s'est construite notamment au XIXe siècle, là, et c'est la Grand Rue qui sert d'élément d'identification, de colonne vertébrale un peu à Saint-Étienne. Effectivement, d'ailleurs elle a plusieurs noms qui sont d'ailleurs pas toujours bien connus, d'ailleurs, puisque bon, et donc dire la Grand Rue, c'est une façon très simple d'identifier, d'autant que ces noms de rues ont changé aussi au fil du temps. Donc au départ, c'était parfois très informatif, comme la rue de Roanne, puisque à l'origine, en fait, la Grand Rue, c'était un élément de la route de Roanne-au-Rhône, qui était tracée, donc le tracé a été décidé à la fin du XVIIIe siècle, et la municipalité de Saint-Étienne a vu dans la construction de cette route un élément qui pouvait servir à construire la nouvelle ville de Saint-Étienne à la fin du XVIIIe siècle, et a obtenu justement que cette route de Roanne passe par justement le centre de Saint-Étienne. Ça s'est fait en 2 étapes. En 1790, donc, où on a décidé de tracer l'axe qui était dans la partie nord de la ville, donc, qui débouchait sur la place du Peuple, donc, qui venait du nord, qui débouchait sur la place du Peuple. Et en 1807, deuxième étape, où on a décidé de prolonger l'axe donc, au sud, puisque à l'origine, la place du Peuple est une place qui est quasiment fermée, donc qui était bâtie un peu partout, avec des petites rues étroites qui débouchaient ici. Et donc, on a détruit une partie du bâti pour construire la Grand Rue. Pourquoi ? Parce que il y a aussi quelque chose aussi d'intéressant à souligner, c'est que Saint-Étienne, en fait, c'est une ville qui, à la différence, je crois, de la plupart des villes, a totalement changé d'axe au cours de son histoire. C'est-à-dire que jusqu'à la Révolution française, Saint-Étienne est une ville qui est orientée est-ouest. Parce qu'on est sur la route qui va de Lyon au Puy, et puis plus loin jusqu'à Toulouse. Donc il y a cet axe, le long de laquelle s'étend cette grande rue, et s'étend la ville, pardon. La ville s'étend d'est en ouest, et elle ne peut pas s'agrandir ni au nord ni au sud. Pourquoi ? Parce qu'il y a des couvents. Il y a les dames de Sainte-Catherine, couvent des dames de Sainte-Catherine qui est au nord de la ville, avec des jardins qui s'étendent sur ce qui est aujourd'hui la place d'Hôtel de Ville et la place Jean Jaurès. Et au sud de la ville, il y a notamment le couvent des Minimes, qui était installé là où se trouve aujourd'hui l'église Saint-Louis et puis le collège Gambetta. Voilà. Et les terrains des couvents ne peuvent pas être achetés ni vendus. Et avec la Révolution française, on met en vente tous ces biens du clergé, qui deviennent des biens nationaux, et la ville en profite justement pour acheter ces couvents, ces 2 couvents, et pour pouvoir réorganiser l'espace urbain, et qui va se réorganiser autour justement de ce qui va devenir la Grand Rue. Il y avait un projet, c'était l'idée que la ville était amenée à se développer, à devenir importante. C'était une ville moyenne, c'était, disons, grosso modo, entre 25 000 et 30 000 habitants, donc autour de 1800. Et donc, c'était cette idée que cette ville, avec l'industrie, va se développer, et qu'elle va se développer désormais là où il y a de la place, c'est-à-dire dans la vallée du Furan. Donc, selon un axe qui est un axe nord-sud et non plus un axe est-ouest. Voilà. Et avec le percé de la Grande Rue, il y a aussi
le percé de nouvelles rues qui forment aussi des rues qui sont parallèles ou perpendiculaires justement à la Grand Rue, donc avec un plan en damier, voilà, qui est toujours le plan du centre-ville de Saint-Étienne et qui a été conçu. Mais comme c'était conçu à une époque où la circulation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, évidemment, les rues sont très étroites, enfin nous paraissent aujourd'hui très étroites. Mais si on compare la Grand Rue avec les petites rues du quartier Saint-Jacques, c'était une rue qui paraissait à l'époque relativement grande, relativement large. Voilà. Voilà, parce qu'on n'avait pas du tout, on était avant Haussmann, hein, avant l'haussmannisation, avant les très larges avenues. Et d'ailleurs, quand on lit les récits de voyageurs avant 1850, ils décrivent Saint-Étienne comme ayant des rues larges. Parce qu'avant 1850, effectivement, à Saint-Étienne, les rues étaient relativement larges par rapport aux rues qui persistaient, qui étaient les rues des XVIIe et XVIIIe siècles, qui étaient des rues très, très étroites. Évidemment, alors ce qui fait évidemment le côté spectaculaire de la Grande Rue, c'est se percer sur plusieurs kilomètres. Voilà. Et ce qui fait d'ailleurs qu'on ne découvre que quand on est dans l'axe. Voilà. Parce que quand on arrive, si on arrive du côté de l'Est ou du côté de l'Ouest, en fait, voilà, une année, j'étais avec un ami qui n'était pas du tout de la région, et je l'emmène dans le centre de Saint-Étienne. Je dis, on arrive à la Grande Rue. Alors, il voit quelque chose de très, très étroit, il ne comprend pas. Et puis, quand il se trouve dans l'axe et qu'il voit qu'au nord et au sud, ça s'étend vraiment, on a l'impression presque à l'infini. Hein. Voilà, donc là, il a compris pourquoi on parlait de Grande Rue. Voilà. Grande Rue, évidemment, s'entend non pas au sens de la largeur, mais de cette perspective. Voilà, c'est d'ailleurs une des rares perspectives à Saint-Étienne, d'ailleurs, c'est extrêmement visible et très spectaculaire. Oui, non, c'est-à-dire qu'à Saint-Étienne, on ne prononçait jamais le E, parce qu'on disait déjà, pour l'église qui a donné son nom à la ville, l'église Saint-Étienne était appelée la Grande Église. Mais la Grande Église, ou alors la Grand, voilà. Parce que voilà, la Grand avec... Donc c'était la façon de prononcer à Saint-Étienne, on disait la Grande Église, donc la Grand, et la Grande Rue, voilà, la Grande Rue, voilà. Ici, voilà. Donc c'est cette expression qui s'est imposée. Voilà. Donc un peu cette originalité. Et vous remarquez aussi quelque chose qui est que l'hôtel de ville et la préfecture se succèdent aussi le long de la Grande Rue. Voilà. C'est-à-dire que dans la perspective de la Grande Rue, on a aussi la perspective du bâtiment de l'hôtel de ville qui est suivi du bâtiment de la préfecture, ce qui est assez rare de trouver comme ça la succession de ces deux bâtiments emblématiques là. Même si c'est un peu le hasard, parce que quand on a conçu la Grande Rue, on n'imaginait pas construire l'hôtel de ville sur le bord de la Grande Rue, et encore moins la préfecture, puisque Saint-Étienne est devenue préfecture qu'en 1856, hein, c'est-à-dire plus d'un demi-siècle après le percé, quoi, ici. Donc c'est un peu le hasard, mais qui a contribué à donner en plus cette importance très symbolique à la Grande Rue. J'allais dire la manufacture d'armes, oui, parce que elle avait été, lorsqu'elle a été décidée sous le Second Empire, il était nécessaire d'avoir un très vaste espace, et donc c'était un espace disponible, et en même temps qui était entre la Grande Rue et puis la ligne de chemin de fer, voilà. Ce qui était très très pratique ici pour le fonctionnement de la manufacture d'armes de guerre. Voilà, parmi les autres bâtiments un peu effectivement emblématiques, bon là, il va de soi que la droguerie de la Tour, elle est sur la place. Elle n'est pas exactement sur la Grande Rue. Il y a les nouvelles galeries, évidemment, puisqu'on est... D'ailleurs, les nouvelles galeries qui sont un très très bel immeuble dû à la Mézières, puisque la Mézières, c'est pas toujours connu, mais en fait, avait été architecte à la fois de la ville de Saint-Étienne, il avait créé son cabinet d'architecture, et il avait été chargé par les nouvelles galeries de construire plusieurs bâtiments, et donc dans plusieurs villes de France, donc les nouvelles galeries avaient été construites par l'architecte de Saint-Étienne, la Mézières. Voilà. Et puis je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait aussi. Ah oui, alors là,
L'immeuble du Grand Cercle. Alors l'immeuble du Grand Cercle, alors lui, il y a toute une histoire. Vous savez, c'est en fait quand cet immeuble a été construit, donc c'est un immeuble qui est plus haut que l'hôtel de ville. Voilà. Donc qui était face à l'hôtel de ville et en même temps qui humiliait en quelque sorte l'hôtel de ville en face. Et c'est d'ailleurs à cause de cet immeuble qui avait été construit par un membre de la famille Colcombet que sous le Second Empire, on avait décidé de coiffer l'hôtel de ville d'un dôme qui permettait de donner plus de hauteur au bâtiment, mais enfin qui l'écrasait plus qu'autre chose. Alors même s'il y a beaucoup de gens qui regrettent ce dôme, mais qui défigurait un petit peu le bâtiment, qui aujourd'hui, je crois, a retrouvé un petit peu, en tout cas, l'idée qui est à la base de Dalgabio. Parce que là aussi, il y a un autre élément intéressant à propos de cette grande rue, parce que Saint-Étienne était un peu pionnier sur le plan de l'urbanisme, parce qu'on parle toujours de l'haussmannisation, avec les larges boulevards et puis ces immeubles tous de même hauteur. Or, Saint-Étienne a connu sous la Restauration un essai d'urbanisme, parce que si vous regardez attentivement entre la place du Peuple et Saint-Louis, les immeubles qui sont de part et d'autre sont en fait bâtis sur le même modèle. Et alors, si on a vu plus de largeur, on aurait fait des galeries, comme la rue de Rivoli. Alors, comme il n'y avait pas suffisamment de largeur, si on regarde attentivement, vous avez des sortes d'arcatures de part et d'autre de ces immeubles. Voilà. Et l'idée de Dalgabio, en fait, c'était de construire comme ça des immeubles sur 1 kilomètre. Ça n'a pas été réalisé, mais enfin, il y a au moins cette portion. Et à Paris, donc là, les architectes des bâtiments disaient mais c'est totalement invraisemblable. Construire sur 1 kilomètre le long d'une rue des immeubles tous semblables, mais c'est totalement absurde. Voilà. Et c'est ce qu'a fait plus tard Haussmann, donc à Paris. Quoi, voilà. Donc il y a quelque chose d'assez original, puisqu'on trouve à la fois ces immeubles de Dalgabio sur cette portion de la Grande Rue, et puis on retrouve d'autres immeubles de Dalgabio sur un des côtés de la place de l'hôtel de ville. Hein. Donc quand vous descendez vers le nord, puisqu'on descend vers le nord à Saint-Étienne, on monte vers le sud, quand vous descendez vers le nord, ce sont les bâtiments qui se trouvent sur la droite de la place. Hein. C'est le côté d'ailleurs le moins élevé de la place. Hein. Ces immeubles construits sous la Restauration ou la monarchie de Juillet, donc, et qui sont en fait tous semblables aussi. Voilà. On n'y fait plus attention aujourd'hui, mais il y avait comme ça la conception aussi associée à cette grande rue, à cette nouvelle ville, la volonté d'avoir une sorte d'uniformité qui est exceptionnelle à Saint-Étienne, parce que globalement, quand on a un peu l'habitude des rues stéphanoises, si vous regardez les rues stéphanoises, il est rarissime d'avoir deux immeubles côte à côte qui ont la même hauteur. Le grand principe à Saint-Étienne, c'est les immeubles n'ont jamais la même hauteur. Donc la symétrie, là, le côté haussmannien, c'est totalement étranger à l'esprit stéphanois, et donc c'est assez exceptionnel que sur quelques portions, comme ça liées à la Grande Rue, on ait ces immeubles tous sur le même modèle. Ces immeubles qu'on appelle dalgabiens, donc du nom de Dalgabio, qui était l'architecte voyer donc de Saint-Étienne, là sous la Restauration, grosso modo entre 1815 et 1830. Voilà, mais disons là, pour ce qui est de la manufacture, c'était un seul ensemble qui était cohérent, qui avait été construit comme un tout sous le Second Empire, qui était vraiment un exemple exceptionnel d'architecture industrielle. Et il est fâcheux qu'on l'ait défiguré, quoi. Surtout qu'on pouvait parfaitement faire la cité du design sans. Voilà, il y avait d'autres projets qui respectaient le site. Voilà, mais le choix a été fait d'un projet qui a contribué à défigurer et qui fait d'ailleurs que le bâtiment qui donnait sur la Grande Rue, aujourd'hui, n'est plus visible. Voilà, puisqu'on a installé à la place un hangar qu'on a rebaptisé Platine. Voilà. Donc, voilà. Bon. Voilà, oui, donc c'est un petit peu fâcheux. Voilà. Ah ben non, ça c'était une décision politique, ça, oui. qui était prise par le maire de l'époque, qui par ailleurs a été un grand maire de Saint-Étienne, hein, qui avait une pensée pour la ville, mais qui là, me semble-t-il, sur ce chantier, n'a peut-être pas fait le meilleur choix. Je lui ai dit d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, puisqu'il a sorti un livre sur le bilan de son action, c'était Michel Thiollière, hein, qui était
qui était un grand maire de Saint-Étienne, mais là, je l'avoue, je reste très critique sur ce projet, en tout cas de la Cité du Design. Oui, ben c'est vrai que c'était une ville. Ben, il ne faut pas oublier que pendant longtemps, la fonction de maire était une fonction bénévole. Voilà, donc il fallait consacrer de son temps et donc de son argent aussi d'une certaine façon, donc à la gestion de la ville. Et on est en plus dans une ville qui était une ville négociante et industrielle, c'est-à-dire que ceux qui pouvaient avoir du temps pour s'occuper des fonctions municipales étaient des négociants industriels, donc des gens qui avaient une vie active bien remplie, et donc c'était difficile de trouver des candidats pour occuper la fonction de maire. Et c'était une ville aussi où il n'y avait pas de bâtiment, puisque l'hôtel de ville va être construite progressivement donc sous la Restauration, là, et pendant un certain temps, notamment entre 1800 et 1815, la municipalité se trouve dans un ancien atelier de forgeurs qui se trouve à l'angle de la rue Michel Rondet, là, et puis de la place d'Hôtel de Ville. Voilà, donc c'est un bâtiment assez médiocre, là, et c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour le travail municipal. Donc. Un paradoxe de Saint-Étienne, c'est qu'il fait plus chaud au nord qu'au sud. Les températures sont plus élevées au nord de la ville qu'au sud. Voilà. Donc, et moi qui habite au sud de la ville, je peux en témoigner, effectivement. Voilà, donc, puisque le nord, on regarde en direction de la plaine, et le sud, et du côté du Pilat, quoi. Cette colonne vertébrale, là, et puis j'allais dire, c'est vrai, côté très spectaculaire, surtout que les places également, les places se succèdent aussi le long de la Grande Rue, parce qu'il y a énormément de places à Saint-Étienne, là, et c'est même assez... Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que vous avez qui se succèdent, par exemple, la place du Peuple, la place de l'Hôtel de Ville, la place Jean Jaurès, hein, sont à très peu de distance l'une de l'autre, là. Et puis vous avez d'autres places, bien sûr, donc la place Anatole France, la place Carnot, enfin voilà, donc vous avez un grand nombre de places comme ça qui sont toutes disposées donc, le long de la Grande Rue aussi. Voilà, donc la Grande Rue, je me dis, c'est vraiment l'élément je pense, le plus identitaire de la ville de Saint-Étienne. Là, pour ce qui est du paysage urbain de Saint-Étienne, Saint-Étienne n'a pas de cours d'eau, enfin, puisqu'il est recouvert, le Furan, voilà, par rapport à d'autres villes. C'est-à-dire que dans beaucoup de villes, l'élément un peu identitaire, c'est le cours d'eau qui passe au cœur de la ville. Il n'y a pas de cours d'eau, il est souterrain, mais ce qui sert donc d'élément identitaire, c'est la Grande Rue. Elle remplace un peu, si vous voulez, ce cours d'eau là, qui manque souvent. On dit, bah oui, Saint-Étienne n'a pas... Il n'y a pas le Rhône, il n'y a pas la Saône, il n'y a pas la Loire, donc voilà. Mais nous avons la Grande Rue. Donc, histoire de Saint-Étienne en 80 jours, là, puisque une de ces journées qui m'avait paru décisive, c'était la création définitive de la Grande Rue, hein, donc en 1807, lorsqu'on décide de prolonger au sud ce qu'on avait déjà fait au nord. Et donc, c'est une façon de présenter, de façon un peu ludique, à travers 80 journées, 80 moments, eh bien, ce qui a pu marquer l'histoire de Saint-Étienne de 1222 à 2024, hein, donc sur cette longue période de siècles, là, de la création de l'abbaye de Val-Benoît, hein, jusqu'à des événements moins heureux, hein, de l'histoire récente, qui est surtout marquée par des déclins, des fermetures aussi. Voilà.